Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire qui va parler de l'exposition des salariés aux risques climatiques et des stratégies d'adaptation. On aura le plaisir de présenter à deux avec Hélène. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Hélène Perrovidal. Donc moi je suis basée à Marseille, je suis consultante dans le cabinet depuis une dizaine d'années et spécialisée sur les questions de prévention des risques professionnels. Pour ma part, Mathieu Guédon, je travaille au cabinet depuis 15 ans, plutôt sur les sujets économiques stratégiques et je suis en charge de l'animation RSE. On vous remercie en tout cas de vous être libéré pour ce temps d'échange consacré à la question des salariés là, au risque climatique et les stratégies d'adaptation. Un webinaire qui sera organisé en deux temps. Une première partie plutôt consacrée à la présentation de notre support. Et puis un deuxième temps en fin de présentation où on prendra vos questions que vous pourrez écrire au fur et à mesure, là, au fil de l'eau, dans le fil de conversation. Et enfin, le replay et le support seront disponibles sur notre site internet. Vous aurez également donc nos coordonnées. Je prends juste une petite seconde pour vous présenter le cabinet. C'est CAFI. Donc, on accompagne depuis une quarantaine d'années les représentants du personnel, les représentants syndicaux dans toutes les étapes des mandats, que ce soit depuis la formation en début de mandat jusqu'aux négociations de divers accords et bien sûr sur les temps d'expertise sociale, économique et environnementale. On y reviendra dans la suite du support. Et c'est vrai que pendant longtemps, les effets du changement climatique nous ont paru assez lointains. Et ces changements climatiques se manifestent désormais de plus en plus dans notre vie du quotidien et dans l'entreprise. On peut citer des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, on peut citer des événements météorologiques extrêmes, des restrictions sur l'usage de l'eau, des événements de pollution de l'air. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres, avec l'Espagne et la France qui ont été également particulièrement concernés par ces sujets et qui montrent bien qu'il y a une exposition accrue des salariés et des citoyens à ces thématiques. Des risques physiques, mais également des risques cognitifs, et ceci entraîne des attentes de plus en plus poussées des citoyens et des salariés. On parle d'attente de protection, on parle d'attente de prévention, d'anticipation. Ces éléments questionnent nécessairement le rôle des représentants du personnel pour maintenir des conditions de travail soutenables. Soutenable, ça renvoie à un environnement de travail qui permet aux employés de travailler de manière saine, sécurisée et motivante sur le long terme sans compromettre leur santé physique. Des leviers à disposition, on parle d'anticiper, alerter, proposer, négocier, avec un certain nombre de points que nous allons aborder dans le cadre du webinaire. Trois objectifs principaux. Le premier, comprendre les principaux impacts du changement climatique sur les conditions de travail des salariés. Le deuxième, identifier les leviers d'action mobilisables par l'entreprise pour protéger les salariés. Et le dernier, le rôle du CSE sur les enjeux de travail, c'est-à-dire l'alerte, l'enquête, l'expertise au regard de la prévention des risques professionnels. On a quand même un consensus scientifique et général sur le réchauffement climatique qui s'accélère. Les effets sont déjà là. On le voit très bien sur le graphique qui reprend les données depuis 1880, c'est-à-dire l'ère pré-industrielle, à la situation 2024, avec une très forte accélération de la hausse des températures. En 150 ans, la hausse des températures moyennes est de l'ordre de 1,3 degrés. Et ça se réfère à une température moyenne de la Terre qui est de 14 degrés. Donc on voit qu'il y a une accélération très forte qui peut sembler sur un temps long à l'échelle de l'homme, mais qui est effectivement très faible dans le temps sur une échelle d'adaptation de la biosphère notamment. Et ce rythme s'accélère et c'est en lien directement avec les émissions de gaz à effet de serre issues de l'activité humaine liée à l'industrialisation et notamment l'utilisation des énergies fossiles qui sont le principal pourvoyeur de ces émissions. Toutes les zones ne sont pas concernées de façon homogène par ces augmentations de température. Et l'Europe et la France, notamment, sont particulièrement affectées et du coup vulnérables au changement climatique. À titre d'exemple, pour 2024, la température annuelle moyenne en Europe a été la plus élevée jamais enregistrée. C'est vrai au niveau mondial, c'est vrai au niveau européen. Au niveau mondial, on parle de 1,2 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. En Europe, on est plutôt sur du 2,9 à 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle.
Et ces augmentations de température, en tout cas, l'augmentation des températures réelles, et on a une fréquence de vagues de chaleur qui s'intensifie également dans le temps. On le voit sur l'infographie du Monde, sur le graphique à gauche, qui ne reprend que les données à juillet 2025. On aurait pu rajouter août 2025. Des vagues de chaleur extrêmes qui ne sont du coup ni un accident, ni un pic isolé, mais un avant-goût marqué d'un avenir marqué d'été de plus en plus chaud. Avec les experts estiment notamment que Paris a plus de degrés au niveau mondial, ça serait plutôt de l'ordre de 6 à 8 degrés. Ça veut dire que Paris deviendrait, à titre d'exemple, une fournaise quand même en été avec des difficultés pour les citoyens d'y vivre. Sur un horizon plus lointain, on a le GIEC, qui est un rapport d'experts international, qui a construit plusieurs scénarios. Scénarios d'ici 2100, qui partent d'une augmentation des températures dans le scénario le plus favorable d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et dans le scénario le moins favorable, 5 degrés. Un certain nombre de mesures ont quand même été mises en œuvre depuis une dizaine d'années pour pouvoir limiter la hausse des températures. Néanmoins, c'est insuffisant, très clairement. On est sur une trajectoire de l'ordre de 2,5 à 3 degrés d'ici 2100. Et pour la France, on parle de 2 degrés supplémentaires d'ici 2040 et de 3 à 6 degrés selon les scénarios d'ici 2100. On voit bien qu'on a un changement climatique qui s'emballe et qui entraîne des risques d'avoir des points de bascule ou des effets de seuil, c'est-à-dire un moment où un petit réchauffement supplémentaire fait une grande différence et a des conséquences irréversibles. On vous propose un petit sondage que vous pouvez répondre là dans le fil de conversation. Estimez-vous être concerné dans votre entreprise par ces thématiques? La question est relativement simple, du coup la réponse est assez unanime sur ces thématiques. On a mis un certain nombre d'exemples parce qu'on parle d'impact direct pour la santé des salariés, mais on parle également d'impact sur l'activité de l'entreprise qui peut également être touchée. Le problème, c'est pas uniquement qu'il va faire chaud et qu'on va pouvoir profiter des plages plus longtemps, hein. C'est qu'on a un véritable dérèglement du fonctionnement de la Terre. Et ça aggrave les événements extrêmes. Ils vont devenir plus fréquents, plus intenses, plus étendus et plus coûteux pour les sociétés humaines et les écosystèmes. On a listé un certain nombre de risques directs, des vagues de chaleur extrêmes, des risques d'incendie, des cycles de pluie modifiés, avec des inondations, mais également des périodes de sécheresse et de pénurie d'eau, des risques accrus en termes de tempêtes et des dégradations de qualité de l'air qu'on voit de plus en plus quotidiens dans nos vies, dans les grandes cités. L'infographie qui a été construite par Le Monde montre en évidence une France en 2050 à plus de 2,7 degrés, ce qui entraînerait un risque, en tout cas une probabilité de vagues de chaleur d'1 sur 2 chaque été, avec 5 fois plus de jours concernés. Évidemment, il n'y a pas une marche directe sur la période entre 2025 et 2050. On va avoir une augmentation progressive de ces risques-là et du nombre de jours accrus, d'où la nécessité de se préparer le plus en amont à cette thématique. Bon, les changements climatiques ont des impacts directs pour les salariés et la sécurité. C'est vrai qu'on peut avoir des impacts climatiques qui peuvent altérer les capacités physiques et ou cognitives des salariés, menaçant leur santé et leur sécurité. On a listé un certain nombre de conséquences directes pour les salariés. Lors des épisodes de chaleur, on peut parler de malaise, d'insolation, de déshydratation, de baisse de la concentration. Et ça, ce sont également des éléments ou des facteurs de risque d'accidents de travail supplémentaires ou de tensions dans les relations professionnelles. Les risques d'incendie, les risques d'inondation, les risques de tempête ou de pénurie d'eau, tous ces éléments, de toute façon, entraînent des conséquences et des risques supplémentaires sur les conditions de travail, avec des nécessités de s'adapter directement pour le salarié, mais ça peut également avoir des impacts sur l'outil matériel, sur les matériaux, avec par exemple des substances volatiles, des diffusions d'éléments pathogènes. Et on parle également de risques indirects à travers l'introduction de plus en plus fréquents de nouvelles technologies qui ont également un certain nombre de risques intégrés, comme les batteries, hydrogène, qui sont certes maîtrisés, mais on voit que sur les dernières années, les exemples sont nombreux d'incendies qui sont liés à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies.
Alors, c'est assez compliqué de connaître la part des travailleurs qui sont exposés en France à la chaleur. Les différentes sources oscillent entre 15 et 36%. Ce qui est certain, c'est qu'on a des travailleurs qui sont plus exposés que d'autres au changement climatique. Ce sont ceux qui sont en travail à l'extérieur ou qui travaillent dans des environnements chauds, mal ventilés, physiquement exigeants ou précaires. On parle de secteurs d'activité comme l'agriculture, le BTP, mais également des industries qui sont soumises à des fortes chaleurs, les aciéries, des papeteries, etc. Les métiers qui en découlent et qui sont plus exposés, un travail qui a été fait par France Stratégie sur le sujet, sont directement reliés au secteur qu'on vient d'exposer. C'est-à-dire qu'on a des ouvriers du travaux public qui travaillent dans le béton, l'extraction, finalement des métiers d'agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, éleveurs, et puis des industries qui sont directement reliées à ces problématiques de chaleur. On a également des sites à risque, sites Céveso, sites en zone inondable ou sèche, ou des zones soumises à des aléas multiples, et qui nécessitent du coup d'avoir des anticipations sur ces problématiques d'événements extrêmes. On nous propose un deuxième sondage si tout fonctionne. Est-ce que des mesures ont été mises en place par votre employeur? Vous pouvez répondre dans le fil de conversation. On est sur un tiers, un petit tiers qui a déjà mis en place des mesures d'adaptation. Alors, si oui, lesquelles? Peut-être que vous pouvez en lister un certain nombre dans le fil de conversation pour alimenter un peu les échanges. Et nous, de toute façon, on va revenir également sur ce qui peut être mis en œuvre dans les bonnes pratiques et dans la manière dont on peut aborder ces thématiques au sein des entreprises, dans un cadre de dialogue social qui se veut effectivement pousser ces thématiques d'anticipation. Donc là, on souhaitait faire un petit focus sur les épisodes de chaleur intense, donc ces épisodes de canicule. On en a vécu deux à minima cette année, en tout cas deux qui ont été reconnus comme tels par Météo France et qui ont fait l'objet d'alertes spécifiques. Pour donner quelques points de vigilance, le premier, c'est que le Code du travail, à date, ne nous donne pas d'éléments sur quelle est la température maximale à partir de laquelle, par exemple, on pourrait cesser le travail complètement. Donc ça, c'est un premier point, hein. On nous pose régulièrement la question, notamment l'été et notamment dans la région PACA. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. L'autre élément, c'est que le risque d'exposition à la chaleur va dépendre de facteurs qui sont également des facteurs individuels liés à l'âge, l'état de santé du salarié ou de la salariée, mais également de façon très liée à l'environnement de travail, donc le taux d'humidité, la vitesse de l'air, hein, donc notamment tout ce qui est brassage d'air, climatisation. Donc ça aussi, ça va amener des effets qui sont soit majorants, soit au contraire qui viennent compenser les effets de la chaleur. À titre indicatif, l'INRS, donc l'Institut national de recherche en sécurité, a défini en fait deux types de limites, l'une pour le travail de bureau et l'autre pour le travail plus physique, hein, le travail d'atelier, le travail de manutention, etc. Donc au-delà de 30 degrés pour une activité de bureau et de 28 pour un travail physique, il considère que la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés. Encore une fois, ce sont des limites qui ne sont à ce jour qu'indicatives. La réglementation a également été complétée cette année, donc au mois de mai, par de nouvelles obligations qui sont faites aux employeurs en cas de canicule, et donc c'est entré en application à compter du 1er juillet de cette année, avec d'une part une obligation d'évaluation des risques, d'autre part l'obligation de mettre en place des actions de prévention. Et les différents niveaux d'alerte canicule, donc jaune, orange, rouge, hein, qui sont encore une fois définis par Météo France, font l'objet de dispositions spécifiques. Le point particulier de ce décret, c'est qu'il définit des obligations de moyens, hein. Vous avez certainement, pour certains d'entre vous, entendu parler de l'obligation
de résultats en matière de santé et de sécurité qui est faite aux employeurs. Là, il y a également des obligations de moyens qui sont importants, et notamment, voilà, on vous en a listé quelques-uns, j'en retiendrai un comme exemple. Il est dit que la température des locaux fermés, donc des ateliers, des bureaux, doit être adaptée en toute saison à l'activité, donc sous-entendu chauffée l'hiver, y compris s'il y a des pics de froid, et climatisée l'été, si besoin, en fonction de la température extérieure. Je pense que c'est important d'avoir en tête que les outils, du coup, existent déjà dans la législation et ça vous donne des leviers d'action. Résumé, donc là, Mathieu vous a présenté un certain nombre d'effets des impacts, des impacts du changement climatique sur les salariés, sur les entreprises. J'en fais un petit focus sur la partie exposition à la chaleur intense. Donc, si on fait un résumé sur quels sont les leviers d'adaptation au changement climatique dans les entreprises, il y a plusieurs étapes qui sont importantes. C'est déjà d'inclure ces risques dans l'évaluation des risques, l'évaluation des risques professionnels, le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP. Donc ça va être important de le faire, que ce soit fait par les employeurs dans les entreprises. Et bien sûr, ensuite, ce qui doit en découler, c'est la mise en œuvre du PAPRIPACT, donc le plan d'action de prévention, qui doit être également mis à jour annuellement. On distingue traditionnellement deux types en fait, de mesures sur les sujets liés au changement climatique. D'une part, des sujets liés à l'atténuation. Comment est-ce que l'entreprise va participer à limiter le changement climatique? Ça passe essentiellement par la diminution de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, et également des effets sur l'adaptation. Comment est-ce que l'entreprise, alors je dis entreprise, ça peut être un établissement public, ça peut être une association, bien entendu, mais en tout cas, comment est-ce que l'organisme va chercher à limiter les impacts du changement climatique sur son activité, donc sur ces éléments de vulnérabilité. Et là, on rentre sur des éléments que vous avez cités pour certains d'entre vous dans le fil de conversation sur le second sondage, avec des adaptations d'horaires, de rythme de travail, de temps de pause, de fourniture d'eau fraîche, mais ça va bien sûr jusqu'à la rédaction, la mise en œuvre de plans de continuité d'activité s'il y a des phénomènes de sécheresse, d'inondation. Avec un point de vigilance que peuvent être les maladaptations, les effets rebonds. On prend un exemple en général sur la climatisation. On essaye effectivement, pour limiter l'effet de la chaleur sur les salariés, de climatiser les locaux, mais l'effet rebond de la climatisation, c'est que notamment en secteur urbain, les climatiseurs vont participer à réchauffer, à faire un effet d'îlot, un effet de chaleur au sein de la ville ou de la zone d'activité dans laquelle ils sont mis en œuvre. Donc, c'est aussi des éléments qui sont importants à avoir en tête. Et vous allez nous poser peut-être la question, en tout cas, on va essayer d'y répondre. C'est quoi nos leviers? Nous, en tant que représentants du personnel, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'ensemble de ces sujets? Déjà, activer des leviers qui sont existants et qui existent depuis un certain nombre d'années et qui font partie de votre ou de vos mandats. Vous avez un rôle de veille et d'alerte auprès de l'employeur sur tout ce qui est relatif aux conditions de travail, à la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés. Et de l'autre côté, bien sûr, l'employeur a une responsabilité, comme on l'a dit, une obligation de résultat sur la santé et la sécurité des salariés. Donc, les moyens qui peuvent être mis en œuvre, c'est d'une part votre droit à la formation, donc à la fois sur le fonctionnement de l'instance et sur les sujets liés à la santé et la sécurité. Vous avez également un certain nombre de droits d'alerte en cas de risque pour la santé des salariés. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin si vous le voulez bien. Et également la possibilité d'être consulté sur les projets de votre direction, que ce soit sur des projets d'aménagement, de réaménagement, de changement de process. Et donc ça, ce sont des dimensions, ce sont des projets où depuis maintenant 2021-2022, la loi climat et résilience, il y a également la nécessité pour l'employeur de vous consulter sur l'impact environnemental des différents projets. La formation, votre droit à la formation a également été complété, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez le droit de vous former sur ces sujets liés au changement climatique et plus largement à la responsabilité sociétale des entreprises.
Les informations consultations annuelles également doivent faire l'objet d'une analyse de l'impact environnemental de l'activité par vos employeurs. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel les représentants du personnel ont leur rôle à jouer. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui relève de négociations, je dirais, plus spécifiques, des accords d'entreprise, que ce soit sur la modification des horaires, mais aussi sur le plus long terme, sur tout ce qui est évolution des emplois et des compétences, des parcours professionnels, en lien aussi avec des impacts possiblement du changement climatique. On nous pose souvent la question, et je mets ce questionnement en lien avec également la température, cette fameuse température seuil, au-delà de laquelle on pourrait s'arrêter, on aurait le droit de s'arrêter de travailler en tant que salarié, donc d'exercer possiblement un droit de retrait. Donc je vous le redis, il n'y a pas de température seuil. Pour autant, les salariés, bien sûr, conservent, ont ce droit d'exercer leur droit de retrait. C'est un droit individuel qui est exercé en cas de motif raisonnable. Donc, c'est quand de bonne foi un salarié pense qu'il est dans une situation qui présente un danger pour sa santé ou sa vie, il a le droit de se mettre en retrait, donc de quitter sa situation de travail. En corollaire, en fait, le CSE, donc là, ce sont uniquement les représentants du personnel élus, membres de l'instance, ont le droit d'alerter l'employeur quand ils estiment qu'il y a une situation de danger grave et imminent. Vous entendrez souvent parler de DGI pour les trois initiales. Et donc là, c'est un droit qui est plus collectif, qui peut ne concerner qu'un salarié, mais qui peut également couvrir dans une seule et même démarche toute une population, tout un service ou tout un collectif de travail, et donc qui doit faire l'objet d'une enquête. À savoir que quel que soit le droit qui est exercé, le droit de retrait ou le droit d'alerte, il ne peut être pris aucune sanction à l'encontre des salariés qui ont exercé ces droits, à condition, bien sûr, qu'ils aient un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger pour leur vie ou pour leur santé. Petite question on arrive tranquillement sur la fin de notre présentation. Est-ce que vous avez déjà été consulté sur les dernières mises à jour de votre document unique d'évaluation des risques professionnels? Voilà, on va vous laisser faire votre vote. Oui, dans l'ensemble, effectivement, on est plutôt sur 2/3, 1/3. Donc, 2/3 d'entre vous qui ont déjà été consultés sur le document unique. Avec, vous relevez quelques difficultés, mais on y reviendra effectivement peut-être quand on sera sur la partie des questions-réponses. On va poursuivre. Peut-être aussi une question, est-ce que le CSE peut se faire accompagner sur cette question spécifique du changement climatique et de ses impacts sur l'entreprise et comme notre sujet d'aujourd'hui sur les conditions de travail des salariés? La réponse est oui. Oui, bien sûr. Alors, il y a 3 modalités, nous on en distingue 3 au cours des expertises annuelles, donc les expertises qui doivent, les consultations qui doivent vous être proposées tous les ans, le rendu d'avis sur les orientations stratégiques, la politique sociale, la situation économique. Ça peut être également une expertise ponctuelle sur des projets, donc projets de déménagement, projets d'aménagement, d'adaptation, d'organisation du travail. Donc là aussi, ce sont des sujets sur lesquels vous pouvez avoir recours à une expertise. Et également, le dernier cas, c'est à votre initiative. Donc là, il n'y a pas de consultation par l'employeur, mais si vous estimez qu'il y a lieu de faire une alerte sur un danger grave imminent ou malheureusement suite à un accident sérieux. Donc là aussi, vous avez la possibilité de recourir à un expert. Pour le premier bloc, c'est un recours à un expert comptable. Et pour les 2 derniers, donc c'est un cabinet d'expertise agréé qui est pour faire ce type d'expertise. Les modalités sont les mêmes, les modalités de recours à l'expert sont toujours les mêmes. On vous conseille d'abord de nous passer un petit coup de fil et puis ensuite, on peut travailler sur une délibération qui va être ensuite votée en CSE, qui doit être votée à la majorité des membres présents le jour de la réunion.
Quelques éléments de conclusion. Vous l'avez sans doute compris tout le long ça a été notre fil rouge, les enjeux climatiques, ils sont d'ores et déjà présents dans nos vies quotidiennes, bien sûr, mais ils sont également présents dans les entreprises. Et nous, voilà, on pense, et le législateur appuie dans ce sens. Et au niveau du cabinet, nous, on prône le fait que les représentants du personnel ont vraiment toute légitimité à s'occuper, à s'emparer de ces sujets-là. C'est une de leurs prérogatives, au service de la prévention des risques professionnels directs et indirects, bien sûr dans le cadre de votre fonction, de votre mission, pour s'assurer du respect des obligations légales au sein de l'entreprise, mais également voilà, sur un côté très constructif, un dialogue avec les différentes, avec les directions, de façon à devenir un acteur vraiment incontournable sur les négociations et sur les adaptations en fait nécessaires de l'activité de vos entreprises dans ce contexte de changement climatique. Et donc, il est important que les représentants du personnel soient au cœur de ce sujet, en tenant compte, bien sûr, ce qu'on disait, des effets rebonds à la fois sur l'emploi, à la fois sur les conditions de travail. Nous avons été ravis, Mathieu et moi, malgré ces aléas techniques un peu perturbants, de partager ce temps d'échange avec vous. Juste avant de prendre le temps de répondre à vos questions, un petit rappel, si vous ne le saviez pas déjà, donc les consultants de Secafi animent des webinaires tous les jeudis matins, c'est à 11 h. L'inscription est bien sûr gratuite, elle se fait sur notre site internet. Agathe va vous donner le lien. Donc, les prochains rendez-vous, donc jeudi prochain, un webinaire sur l'APLD et le 25 septembre, un webinaire qui vous présentera la nouveauté donc, de Prométhea, qui est notre organisme de formation des représentants du personnel, qui va vous présenter donc l'Escape Game qui a été monté pour vous montrer comment est-ce qu'on peut analyser les causes d'un accident du travail. On va maintenant balayer un certain nombre de vos questions. N'hésitez pas. Donc, vous avez également une dernière question si vous souhaitez que l'un ou l'une d'entre nous puisse vous recontacter si vous avez des questions spécifiques que vous préférez aborder en direct avec l'un de nos consultants ou nos consultantes. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, on va répondre un peu au fil de l'eau à différentes questions. Peut-être si on pioche une, Mathieu. Alors, on vous rappelle, oui, bien sûr, que malgré nos problématiques, le support va vous être envoyé. On va voir comment est la vidéo, si elle est vraiment trop compliquée à suivre. Il est possible qu'on la réenregistre tout à l'heure pour que vous ayez quelque chose qui soit un peu plus fluide que ce qu'on a malheureusement vécu tous et tous là pendant la présentation. Alors, une question qu'on attrape comme ça. Ma direction souhaite mettre à jour le document unique et le PAPRI Pacte qu'une seule fois par an. Ces derniers ne prennent pas en compte les risques climatiques. Qu'est-il possible de faire? Alors oui, dans ce contexte-là, alors déjà maintenant, depuis la loi, depuis les dernières évolutions, le document unique, il doit être mis à jour en tant que de besoin et plus forcément une fois par an. Par contre, la consultation, elle reste bien, elle reste à faire pour toutes les mises à jour. En général, on se dit qu'il y a quand même une consultation tous les ans. Après, vous êtes libre, ne l'oubliez pas, de proposer en fait des points d'amélioration. Vous êtes libre de proposer des points d'une analyse d'un risque et donc de demander à l'employeur d'ajouter un certain nombre de risques et y compris de proposer des mesures de prévention. Donc ça, vous avez tout à fait la possibilité de mettre ça à l'ordre du jour d'un prochain CSE ou du CSE au cours duquel la consultation sur le document unique sera mise à l'ordre du jour. Une autre question, c'est peut-on intervenir pour pousser une démarche d'éco-conception? Quelle réaction peut-on avoir si des choix ineptes sont faits au vu des contraintes climatiques? Écoutez, la partie éco-conception, en tout cas, ça fait partie de la démarche stratégique de l'entreprise, de mettre en œuvre
des produits qui sont moins impactants sur le plan climatique, et avec des débouchés qui sont liés. Est-ce qu'il y a nécessité de le mettre en débat? En tout cas, la question, elle nécessite d'être posée sur le positionnement produit de l'entreprise et toute la démarche et l'organisation, le développement R&D qui est derrière, pour pouvoir pousser à faire en sorte que les produits soient de moins en moins impactants sur le plan climatique. Et ça touche toutes les strates finalement de la stratégie de l'entreprise, hein, de la gouvernance, la stratégie de l'entreprise et des différents choix d'investissement qui sont également opérés pour pouvoir conduire à réduire l'impact carbone des différents produits qui sont développés. Je attrape voilà, une des questions, la solution de peindre les toitures, est-ce efficace? Alors, je pense que vous faites référence à des solutions qui sont mises en œuvre dans certains cas, notamment sur des entrepôts, des usines, des ateliers. Donc, effectivement, on peint par-dessus la couche d'étanchéité avec des peintures, notamment des peintures blanches très réfléchissantes. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de produits. Alors, j'ai pas d'action chez aucun fabricant, donc je ne vous donnerai pas de nom, mais effectivement, on a pu noter qu'il y a quand même une diminution de la température juste sous le toit, en fait, quand effectivement il est peint en blanc. C'est pas quelque chose de magique, hein, c'est-à-dire que ça ne fait pas diminuer la température de 10 degrés, mais malgré tout, oui, il y a quand même une efficacité qui commence à être notée. Il y a des produits qui sont développés sur ces voilà, on pense avoir gagné 1 à 2 degrés, effectivement, quelqu'un voilà, qui signifie. Pouvez-vous rappeler les moyens concrets opposables à l'employeur pour le motiver, entre guillemets, à prendre en compte les demandes concernant cette problématique? Autre question plus précise, y a-t-il quelque chose dans la réglementation concernant la combinaison chaleur-humidité en zone confinée? C'est vraiment cette combinaison qui pose des problèmes dans notre usine. Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Ben non, il y a rien dans la réglementation hein, sur, effectivement, je vous rejoins, pourquoi est-ce qu'on parle du taux d'humidité? C'est parce que plus il fait humide et moins notre corps, physiologiquement, a la capacité d'évacuer la chaleur. Donc, effectivement, plus il fait humide et plus la température peut devenir vite dangereuse. Donc là-dessus, non, malheureusement, il n'y a pas de seuil dans la réglementation. Il peut y avoir des seuils justement émis par l'INRS, je les ai rappelés. Il faudrait peut-être regarder effectivement dans quelle plage de taux d'humidité est-ce que ces mesures ont été prises. Après, pour motiver ou inciter votre ou vos employeurs à se préoccuper de ces sujets, ben vous avez en fait à exercer vos prérogatives en fait, en dehors même d'un contexte de changement climatique, c'est effectivement de dire ben effectivement cette situation présente des risques pour la santé et sécurité des salariés. Donc, on demande à l'employeur de le rajouter à l'évaluation des risques et de mettre en place derrière des mesures de prévention qui peuvent être activées. Et notamment, vous pouvez faire la demande des mesures qui vous semblent les plus efficaces. Si de cette manière-là, on peut enclencher une négociation également par le biais de vos organisations syndicales. Après, effectivement, si ça ne fonctionne pas de cette manière, bah, le plus simple, c'est d'appeler un conseil qui pourra voir avec vous la meilleure marche à suivre. Est-ce que c'est un recours à une expertise spécifique? Est-ce que c'est l'activation de l'inspection du travail? Voilà, il y a différents acteurs autour de vous, autour de l'entreprise et des représentants du personnel qui peuvent justement vous aider à faire valoir vos droits et en matière de prévention des risques professionnels et notamment liés au changement climatique. La législation prévoit-elle la mesure obligatoire des conditions, par exemple, tout simplement l'installation de thermomètres? Non, 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 à ma connaissance, il n'y a pas cette obligation, en tout cas pas directement dans le Code du travail. Je réfléchis à votre, parce que par contre, vous avez des éléments plutôt dans la réglementation, justement, sur les économies d'énergie. Où en fait, voilà, c'est par l'autre volet, puisque vous avez notamment le décret tertiaire qui récemment donne des lignes directrices. Vous l'avez peut-être entendu, en tout cas
il faudrait chauffer à 19 degrés l'hiver et ne pas climatiser en dessous de 26 degrés l'été. Donc ça sous-entend qu'effectivement, il faut avoir des thermomètres, enfin, en tout cas des thermostats pour le chauffage et la climatisation. Donc c'est plutôt indirect. Mais au titre du Code du travail, non, il y a, ce qui est dit, c'est qu'il faut que voilà, la température permette d'exercer l'activité, mais il n'y a pas d'obligation de mettre des thermomètres. Après, ça ne vous empêche pas, vous, représentants du personnel, effectivement, d'acquérir un thermomètre et puis voilà, de faire des mesures, de faire des relevés si vous estimez que la température est trop élevée ou trop froide, hein, selon les cas. Notre question, comment exercer son droit de retrait en cas de chaleur? Là, ça va être effectivement si un salarié, encore une fois, le droit de retrait est un droit individuel qui peut être exercé par plusieurs salariés, mais chacune des personnes doit faire la démarche auprès de l'employeur. Et là, ça va être si, euh, comment dire, si les salariés estiment que l'exposition à la chaleur les met en danger. C'est-à-dire, en gros, qu'il y a un risque de malaise, hein, ce qu'on appelle le coup de chaud. C'est quand il y a ce risque-là ou des effets indirects. Il fait tellement chaud qu'on a du mal à se concentrer. On est sur de la conduite de machine ou de la conduite d'engin qui peuvent nous mettre en danger par peut-être les collègues qui travaillent autour. Donc voilà, ça sera sur ces motifs-là principalement qu'il peut y avoir l'exercice du droit de retrait. Et donc là, le droit de retrait, vous l'aurez plus en détail dans le support. Il faut que le salarié se signale par tout moyen, se signale à l'employeur. Donc ça peut être à l'oral, hein, de préciser aux responsables hiérarchiques, aux supérieurs hiérarchiques ou à la direction. On vous encourage à le faire ensuite par écrit, hein, à bien tracer par écrit que vous vous êtes mis en retrait parce que vous aviez des raisons de penser que la situation présente un danger pour votre santé. Et donc là, voilà, principalement sur la canicule, ça va être si vous présentez un risque de malaise. On a une autre question. A-t-on une action sur les fournisseurs qui ont un fort impact énergétique? Alors, vous ne pouvez pas contraindre les fournisseurs. Ce que prévoit par contre la loi, ou en tout cas, c'est la volonté de s'inscrire dans une démarche avec la CSRD ou des mesures volontaires, c'est de mesurer quel est l'impact de l'entreprise sur son environnement et d'identifier quels sont les risques et les opportunités liés au changement climatique pour l'entreprise. Et dans le cadre de la mesure de l'impact de l'entreprise sur l'environnement, il y a un certain nombre de mesures qui sont faites sur ce qu'on appelle des scopes 1, 2, 3 et qui élargissent la compréhension de l'impact à l'ensemble de la chaîne de valeur, dont les fournisseurs. Donc, dans les entreprises, c'est nécessaire, si ça a été fait, en tout cas de demander quelles sont les étapes et où vous en êtes dans la maturité de cette mesure, de savoir si ça a été fait, cette mesure sur les scopes 1, 2, 3, et quel est l'impact des fournisseurs sur cette thématique, et de demander à l'entreprise comment elle compte, à un moment donné, organiser sa feuille de route de décarbonation en associant, sans pouvoir contraindre, hein, en associant les fournisseurs à cette démarche. Je vois une remarque aussi que je trouve intéressante, quelqu'un qui nous précise que dans son entreprise, il ou elle, il y a eu l'institution d'une commission environnement au niveau du CSE central depuis l'année dernière. Donc, c'est pas encore une pratique très développée, mais effectivement, c'est quelque chose que nous trouvons particulièrement intéressant parce que ça permet d'avoir un espace de travail, un espace de discussion au sein de l'instance, donc en l'occurrence chez vous un CSE central, justement sur les impacts du changement climatique, à la fois sur l'activité de l'entreprise, à la fois sur les conditions de travail des salariés, hein, puisque le CSE a cette double vocation. Donc voilà, ce sont des sujets qui nous paraissent effectivement intéressants et intéressants de pousser ça dans les entreprises, sachant qu'à date, y compris la loi climat et résilience, elle ne donne pas de moyens supplémentaires aux représentants du personnel pour exercer ces nouvelles prérogatives en matière d'environnement. Donc après, voilà, c'est tout par le biais de la négociation, de voir comment est-ce que ces commissions environnement, comment est-ce qu'elles peuvent fonctionner.
Des aides sont-elles disponibles pour une entreprise qui décide de planter, verdir autour de ses bâtiments, faire diminuer les températures? Alors, je ne sais pas s'il y a des aides spécifiques pour le verdissement des abords des entreprises, mais par contre, oui, bien sûr, les employeurs ont la possibilité d'aller faire des demandes d'aide, de subventions. Oui, quand il y a des projets en fait qui permettent. Alors, ils sont beaucoup axés sur la consommation énergétique, hein, puisque par ricochet, on a un effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est plutôt sur des effets liés à l'atténuation. Mais il peut y avoir aussi d'autres leviers de subventions, notamment, je pense, au CARSAT, qui peuvent effectivement fournir des subventions, mais là, plutôt axées sur les conditions de travail. Alors après, il faut voir comment est-ce que comment est-ce que les deux enjeux se rejoignent, se rejoignent. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. En tout cas, dans le temps que vous puissiez faire des questions complémentaires si besoin, il faut bien avoir en tête qu'il y a quand même un cadre qui existe et des deux leviers d'action que vous avez, que vous pouvez activer sur l'ensemble de ces thématiques. Le recours à l'expert en est un, pour permettre d'affiner ces sujets, être force de proposition, faire des préconisations, faire des constats. Et c'est vrai que c'est en étant le plus proche possible des problématiques du terrain qu'on amène des réponses les plus adaptées. Mais cette problématique de terrain, c'est également un point de départ sur lequel vous pouvez être acteur, hein, en amenant aussi l'entreprise à réfléchir aux salariés les plus exposés sur le lieu de travail, les plus exposés sur les trajets également domicile-travail. Ça peut être des enquêtes de terrain qui peuvent être menées par la SSCT, qui peuvent être menées en collaboration aussi avec la direction, mais qui permet aussi d'être un outil de mesure de l'exposition des salariés à ces différents risques. Alors, je réponds très rapidement parce que le temps nous est imparti est écoulé, mais la notion de température réelle, oui, effectivement, il y a souvent ce débat entre la température de l'air, la température ressentie, la température à l'ombre ou au soleil. Donc là, effectivement, on peut vous encourager, effectivement, notamment la température dans un véhicule. Il peut y avoir effectivement une contestation ou un débat sur la température enregistrée par le véhicule si celui-ci a été garé en plein soleil. Donc là, effectivement, peut-être avoir un enregistrement de la température pris à l'ombre. Enfin, ça peut être à l'ombre à l'intérieur du véhicule, hein, mais pas positionné sous le soleil direct. Il y a une question qui a été posée une deuxième fois. Comment font les pays où il fait très chaud? Comment est-ce qu'on travaille dans ces pays-là? Alors après, sans être une spécialiste de l'ensemble des climats tropicaux ou très chaud, plus chaud que le nôtre, effectivement, on voit beaucoup dans ces pays une adaptation, notamment des horaires et des rythmes de travail, hein, avec des temps de pause méridienne ou d'interruption de l'activité aux heures les plus chaudes de la journée qui sont importants. Il y a un facteur aussi après d'adaptation, hein, l'adaptation individuelle, collective, l'adaptation des organismes. On a tous en tête les premiers jours de chaleur dans un été ou dans une période de canicule sont souvent encore plus pénibles que les autres parce que notre organisme a besoin de temps pour s'adapter. Donc, il y a aussi cet effet-là qui et après, des adaptations aussi architecturales, dans la conception des bâtiments avec de la mise en courant d'air. On a fait récemment un projet de déménagement dans les dom-toms. On a accompagné les élus plus exactement. Et effectivement, on est sur un bâtiment qui sera en ventilation passive, on a la possibilité de le laisser très largement ouvert la nuit, avec des fenêtres qui vont s'ouvrir de façon automatique pour laisser passer l'air et refroidir le bâtiment la nuit. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans l'Hexagone. Après Garance à La Réunion, c'était à La Réunion, effectivement, on a eu une grosse épidémie de chikungunya, effectivement, j'y étais à ce moment-là, donc effectivement, on a vu, et ça peut être aussi un effet indirect, pas les cyclones, hein, mais la fréquence et l'intensité des cyclones, et après, effectivement, le fait qu'il y ait des poches d'eau stagnantes qui puissent rester avec la propagation, mais on va pas aller sur tant de détails. N'hésitez pas, en tous les cas, à nous recontacter. Vous avez nos coordonnées, soit Mathieu, soit moi. On sera ravis de poursuivre ces échanges
avec vous. Et voilà, encore une fois, désolée pour ces problématiques de Wi-Fi au démarrage. On espère que malgré tout, vous avez pu suivre nos échanges de façon assez satisfaisante sur la fin. Je vous remercie en tout cas de cet échange et des différents débats. Vous retrouvez tous les éléments hein, dans les prochaines heures, prochains jours, directement sur le site internet et on se montre à votre disposition pour tout complément d'information. Vous avez effectivement nos coordonnées ici. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.